Ça commence comme ça. Ok, bonjour Mohamed. Bonjour Leïla. Alors, tout se joue en une seconde, c'est ça? Ouais. Tu sais que dans une journée, quand tu travailles 12 heures, tu as 43 200 opportunités de changer ta vie. 12 heures, 43 200. Mais en 12 heures, 43 200 opportunités de changer. Mohamed, pour te présenter, coach professionnel de dirigeants, sportif de haut niveau, avocat. Ouais. Ta spécialité, c'est d'être expert dans le passage du rêve à la tâche pratique, à la tâche concrète. Plus de 500 accompagnements, plusieurs structures à ton actif. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? J'ai envie de te dire que tout à l'heure, je parlais des 43 200 opportunités de changer. Je pense qu'on a presque autant de rêves chaque jour qui nous arrivent, qui viennent à nous. Et on tente de les nourrir, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment passer du rêve au concret. C'est quoi le chemin? Moi, j'ai envie de te proposer une petite explication très courte, une petite méthodologie très courte. En fait, tu peux passer... Comment on fait pour passer du rêve à la tâche concrète? C'est simple. Le rêve doit devenir une vision. La vision doit devenir une ambition. L'ambition doit devenir un objectif. L'objectif doit devenir un plan d'action. Le plan d'action doit devenir une tâche. Et donc tu passes de la tâche au rêve en suivant ce chemin. L'idée qui est importante, c'est de comprendre que en fait, tout le monde peut le faire. Le problème, c'est que tout le monde ne le fait pas parce que tout le monde se dit c'est impossible. Je ne peux pas devenir champion du monde, c'est impossible. Devenir footballeur, c'est impossible. Même si je rêve, je vais faire tout ce que je peux. Je suis passionné, devenir un grand avocat ou encore un entrepreneur. Je veux devenir Elon Musk, j'entends ça très souvent. Moi, je veux devenir comme Elon Musk. Et on a tendance à laisser passer ces 43 200 secondes passer tous les jours en se disant à un moment, la solution va arriver. À un moment, elle va apparaître. Sauf qu'elle n'apparaît pas. Parce qu'il manque quelque chose d'extrêmement important pour passer du rêve à la tâche, c'est de décider de vouloir passer du rêve à la tâche. Il y a autre chose qui est important, c'est pour pouvoir décider de passer du rêve à la tâche, il faut déjà être prêt à vouloir le faire. Et être prêt, ça veut dire plein de choses. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai envie de te proposer quelque chose d'assez simple. Comme je t'ai proposé le chemin du rêve à la tâche, je vais te proposer les deux grands éléments, les deux grands axes, pour moi, qui sont à travailler pour passer de « je rêve de devenir »,« je rêve d'être » à « je suis ». Alors c'est intéressant parce que dans « je suis », il y a le premier levier, c'est le verbe « être ». Et je vais te parler d'amour aujourd'hui, en fait. Je suis venu pour te parler d'amour, mine de rien. Et le deuxième levier, c'est « avoir ». Alors souvent, quand on parle d'avoir, on a l'impression qu'on est avide, on veut de l'argent. Non, moi je parle d'autre chose. Moi je parle d'avoir des compétences, je parle d'avoir des acquis, je parle d'avoir conscience de soi. Et je vais faire le chemin avec toi sur ces deux piliers-là ce matin. Ok, très bien. Bon, déjà, si on veut te rejoindre, si on veut en connaître plus sur toi ou si on veut se connecter à toi, on va mettre le lien de ton compte LinkedIn en barre d'infos. Comme ça, les gens pourront revenir vers toi s'ils le souhaitent. Aussi, c'est qu'on revienne sur la préparation mentale. Qu'est-ce que tu as pu observer dans ton travail en termes de constante chez les personnes qui ont réussi à se préparer correctement au succès et à atteindre leurs objectifs et à atteindre leur succès? Alors c'est intéressant que tu parles d'observation parce que le métier d'un coach professionnel, c'est principalement d'accompagner son coaché sur sa problématique, sur la relation à la problématique. Moi, il y a quelque chose que j'ajoute à ça, et je trouve que c'est hyper intéressant, c'est dans ma nature personnelle, c'est aussi d'observer sur l'ensemble des coachings que j'ai eus, c'est quoi le lien social entre tout le monde, c'est quoi le lien, qu'est-ce qui est la clé, parce que finalement, un des grands sujets pour moi, c'est en fait pourquoi finalement on est tous pareils. Enfin, je t'assure que tu peux rencontrer un étudiant, un sportif reconnu, un avocat qui a des problèmes d'argent, un entrepreneur qui est en train de lever des millions d'euros, ils parlent tous de la même manière. Ils n'ont pas le même contenu, mais ils ont tous les mêmes sujets qui reviennent, être et avoir. Alors c'est très simplifié, hein, bien sûr, et c'est d'avoir beaucoup d'heures de travail, mais c'est intéressant. L'observation, elle permet quand même à un moment de se dire, et c'est d'ailleurs ça qui déstabilise tout le monde quand je dis que mais finalement c'est toujours le même chemin, c'est juste pas les mêmes montagnes, c'est pas le même paysage, c'est pas la plage pour certains, mais c'est le même chemin. Et donc quand je reviens sur le premier levier, être, je voudrais te parler d'amour.
d'amour de soi. Parce que être en capacité de décider que dans la 43 200 opportunités que j'ai aujourd'hui, je vais transformer ce que je vais faire en quelque chose de concret, ben pour ça, d'abord, savoir qui je suis, savoir qu'est-ce que j'ai comme moyens ressources, quels sont mes points forts, mes points d'amélioration, et pas les défauts. Hein. Je hais les gens qui parlent de défauts, parce que t'es pas une machine en fait, tu es un humain, et tu n'as que des possibles. Tu que des possibles. Le quotient intellectuel est bloqué, d'après ce qu'on dit scientifiquement parlant. Par contre, le quotient émotionnel, lui, il se développe toute la vie. Et on va en parler assez rapidement là. Pourquoi je parle de quotient émotionnel? Parce que finalement, s'aimer soi, c'est travailler sur son affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est une soft skills, tu le sais. Et l'affirmation de soi, qu'est-ce que c'est? C'est s'aimer et avoir confiance en ses compétences. Et là, je prends n'importe lequel des humains que tu connais, n'importe lequel des humains que tu connais. Celui qui te dit « j'ai pas confiance en moi », c'est pas parce qu'il s'aime pas ou il croit pas en ses compétences. C'est parce qu'on passe notre temps à lui dire ou à lui montrer qu'il n'est pas à la hauteur. Et très souvent en coaching, que ce soit un dirigeant, encore une fois, un avocat ou un sportif de haut niveau, ils viennent et te disent « moi je me sens pas à la hauteur ». Pourquoi? C'est quoi le truc? Et en fait, on a tous des émotions. Et les émotions sont... c'est un peu comme quand tu... Je ne sais pas si tu connais Naruto. Ça te parle? Naruto, il a en lui Kyuubi, dans le début de l'histoire, qui est le runner à 9 queues. Et en fait, c'est exactement la même histoire. On a tous en nous un animal totem ou quelque chose qui vient et qui se réveille. Ça peut être notre double à nous, hein, on le voit dans certains films avec notre double à nous. Et ce qui se passe, ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas être en capacité de décider, c'est quand c'est lui qui parle. Alors des fois, c'est lui qui parle et du coup, on est capable de tout faire. Et là, on s'arrête plus. Et donc là, il faut travailler sur comment je fais pour me focaliser sur ce que je dois faire, etc. Il faut avoir un vrai focus. Mais d'autres fois, et très souvent, dans la majorité des cas, c'est quelqu'un qui t'empêche. C'est quelque chose qui t'empêche. C'est pour ça que je parle de Kyuubi notamment, parce qu'au début de Naruto, Kyuubi, c'est un frein. C'est même quelque chose qui entraîne le rejet de Naruto dans le village de Konoha. Et puis après, c'est carrément ce qui lui permet d'exceller, et c'est son deuxième lit qui réussit à sortir. Est-ce que finalement, tu es en train de me dire que comment tu l'as appelé? C'est Kyuubi. Kyuubi? Oui. Ok. Que Kyuubi, finalement, c'est le potentiel que chacun a à l'intérieur de lui. Complètement. Et que certains d'entre nous le refoulent, que d'autres l'acceptent, et qu'à partir du moment où tu vas l'accepter, tu vas réussir à utiliser, je sais que c'est quelque chose qui t'est cher, et qui me l'est aussi, mais utiliser l'ensemble de tes super-pouvoirs et de te révéler en tant que super-héros de ta vie, de ton parcours et de tes réalisations, en fait. Alors moi, je lance un appel à l'entourage. Parce que souvent, on parle de soi et il faut que tu fasses le chemin. Il faut savoir... Bon, moi, j'ai des enfants, tu le sais, hein, j'ai des jumeaux que j'observe depuis petit qui sont incroyables. Et quand tu permets à des enfants d'exprimer le talent, d'exprimer l'émotion, d'apprendre la confiance en soi de manière naturelle, honnêtement, alors on me dira que tu es le père, donc c'est normal que tu dises que tes enfants, c'est les meilleurs. C'est très déstabilisant de voir comment ils évoluent vite. Très, très déstabilisant. Et je le vois avec des adultes. Quand tu rentres en coaching... En fait, eux, ce que je leur donne, c'est ce que les adultes ont en coaching. Donc, du coup, ils sont en avance. On parlera du temps aussi tout à l'heure. Quand tu rentres en coaching avec un adulte qui arrive et qui ne se sent pas à la hauteur, mon job à moi, c'est de lui faire prendre conscience qu'il a plus de valeur que ce qu'il croit. Et donc, ce fameux potentiel et ses super pouvoirs, je lui dis, mais en fait, moi, je vois que tu as des super pouvoirs. Pourquoi tu me dis que tu n'en as pas? Parce que j'ai reçu des étiquettes petits, donc c'est les fameuses étiquettes, et là je parle aux parents, c'est t'es trop bête, t'es trop con, tu vas pas, t'es pas à la hauteur, enfin, à force de l'entendre, tu y crois. Bah oui, tes parents qui sont tes rôles modèles, qui sont là au-dessus de toi et qui te disent t'es con, bah oui, bon, ok, je suis con, bah je vais être con donc. Et du coup, ce qu'ils ont semé, ils récoltent les fruits à l'adolescence. Est-ce que ça veut dire aussi que ce qui pourrait être des potentiels d'action dans la vie, c'est-à-dire des parents ou des entourages qui entretiennent des croyances limitantes de ça c'est pas pour nous, ces secteurs d'activité-là ne sont pas pour nous, des choses que tu entretiens comme ça vont automatiquement te limiter dans ta progression et donc tu vas t'enfermer dans certains schémas de comportement, dans certains schémas de réalisation de toi, alors qu'en fait tout est possible si tu apprends à regarder différemment. Je vais donner un exemple concret. Qui va aller dans l'autre sens, hein. C'est pas logique avec ce qu'on vient de dire, mais pour moi c'est hyper important de l'entendre. J'ai travaillé récemment avec un cadre dirigeant d'une banque, une très grande banque, j'ai eu l'occasion d'accompagner, qui a un peu plus de 60 ans, et je lui ai été recommandé, il vient me voir en coaching, enfin c'est moi qui suis allé le voir d'ailleurs dans son bureau,
Et il me dit, voilà, tu m'as été recommandé parce qu'apparemment tu provoques, tu nous permets de trouver. Ok, d'accord, très bien. C'est quoi le besoin? Alors aujourd'hui, je suis dans une situation où ma vie ne me convient pas. Je ne suis pas heureux. Je lui dis, c'est bien, à 60 ans, de te rendre compte que toute ta vie, tu n'as pas été heureux. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc je te la fais très courte et rapide. En gros, sa problématique, c'est que ce qu'il fait, ce n'était pas ce qu'il voulait qu'il fasse, c'était ce que ses parents voulaient qu'il fasse, parce qu'ils voulaient qu'il ait un avenir assuré et que les héritiers des héritiers des héritiers soient toujours dans les hautes sphères de l'élitisme. Permets-moi les guillemets, on en reparlera si on a le temps après. Et en fait, je lui ai posé la question, c'est très simple, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu voudrais, si j'ai un pouvoir magique là, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et il me dit, moi mon rêve depuis tout jeune, c'est d'avoir un centre équestre dans le sud de la France. Connaissant à peu près son salaire, je lui dis, c'est quoi qui t'empêche de faire concrètement aujourd'hui ce que tu dois faire? Alors je t'explique, on n'est que dans la rencontre, donc je n'ai pas encore facturé. Il me dit rien, il me dit merci, il me renvoie chez moi, il me paye ma facture complète de 10 accompagnements, je n'ai même pas fait une séance. Et passe du temps, 6-8 mois, il me rappelle, il me dit, Mohamed, je voudrais que tu viennes me voir. Et j'arrive dans le sud de la France et puis je vois un centre équestre avec lui et sa famille heureux. Et je lui dis, alors qu'est-ce que tu as gagné maintenant? Il m'a répondu, j'ai gagné ma vie. Donc quand je fais un appel à l'entourage, moi-même je suis parent et je peux t'assurer que je pense que c'est le plus gros challenge qui existe sur cette planète. Je suis entrepreneur, tu l'as dit, et je ne trouve pas ça difficile à côté d'être parent. Ce qui est difficile pour les parents, et je pense et je crois sincèrement que ce qui est difficile pour les parents, c'est qu'ils n'ont que des bonnes intentions. On n'a pas été formé à ça. On a été formé à travailler, à développer des boîtes, à faire des trucs. Okay. Et ben, du coup, on le découvre en faisant. On apprend en faisant. Ouais, très bien. Mais c'est ce qui entraîne. C'est ce qui entraîne la problématique. Le sujet, c'est ce qui entraîne. C'est pour ça que j'ai de la chance d'avoir du travail, en fait, finalement. Et c'est très difficile pour moi, en tant que parent, de me dire je veux le meilleur pour eux, mais quand je suis en charge mentale maximum, que je rends du travail, comment je fais pour être en capacité de ne pas coller une étiquette à mon enfant? Oui, parce que c'est valable. Ce que je dis aux autres, c'est valable pour moi. Principalement, d'ailleurs, c'est de moi que je parle en premier. Et voilà, donc, quand tu veux parler d'affirmation de soi, pour moi, il faut regarder, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais juger quelqu'un. Moi, j'ai 3 règles, ne pas justifier, ne pas juger. Et la dernière, je t'en reparlerai tout à l'heure. Tu juges pas, tu ne peux pas juger les gens quand tu ne les connais pas. Quand tu ne connais pas leur histoire du début à maintenant. Tu ne peux pas juger. J'aimerais revenir sur l'histoire que tu as donnée de cette personne que tu as coachée sans coacher. Finalement, est-ce que ça veut dire que des fois, on a besoin d'entendre des réalités de la part d'un tiers, d'entendre des vérités de la part d'un tiers pour s'autoriser soi-même à faire les choses? Est-ce que la plupart des gens sont conditionnés? Est-ce qu'on est tous conditionnés d'ailleurs? Ou est-ce qu'une certaine partie des individus ont besoin d'entendre, sont validés par l'extérieur pour pouvoir s'autoriser à faire des choses? Est-ce que c'est un mécanisme inhérent à l'homme? Je pense fondamentalement que l'homme vit en s'abreuvant d'amour. Et quand tu me dis ce que tu viens de me dire, je suis obligé de te dire que la recherche de tout individu qui est sur cette planète aujourd'hui, constitué comme toi et moi, je pense que sa recherche, c'est toujours de la validation, de la reconnaissance. Et fondamentalement, quand il met ses parents sur un piédestal, ce qui est normal, c'est de faire plaisir et de faire ce qu'on nous demande. Et est-ce qu'on pourrait dire que l'apogée, ou du moins l'ultime point d'arrivée de ce parcours, ce serait la validation de soi par soi? C'est l'objectif. Je veux dire, c'est très clairement l'objectif. Quand tu es dans des situations, comme je le disais tout à l'heure, où tu as des parents qui te mettent la pression, qui te mettent la misère, qui attendent quelque chose de toi, et que derrière tu te retrouves... J'accompagne des étudiants en école d'ingénieur. Je leur pose toujours la question, qui c'est qui est là parce qu'il a envie d'être? Et toutes les mains ne se lèvent pas. Et je ne suis pas en train de juger les parents. Je comprends qu'on décide, qu'on veuille que ses enfants aient les meilleures choses. Je le comprends. Le problème, c'est que les enfants ne nous appartiennent pas. Et en décidant qu'ils nous appartiennent et en leur imposant quelque chose, derrière, on leur impose une vie de 43 200 opportunités qu'ils ratent chaque jour. C'est ça le problème. Et est-ce que c'est fondamentalement quelque chose que nous voulons? Moi, je pense que ce n'est pas ce que veulent les parents. Dans le monde professionnel aujourd'hui, tu te retrouves très souvent dans des situations où l'individu en face de toi, il va attendre que tu le valides. Très souvent. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a des personnes qui ont déjà réussi à travailler sur elles, ou qui ont été accompagnées de la meilleure des façons pour pouvoir être en quête de leur propre validation
et donc être en maîtrise la plus complète. Une société aujourd'hui où avoir, c'est être. Et c'est là où il y a un problème. J'ai un iPhone, je suis stylé. Enfin, je ne sais même pas si iPhone c'est stylé. Je ne suis qu'un boomer. Je ne sais même après pas tout. si on dit stylé d'ailleurs. Ouais. Ça, moi, je te comprends, mais Ouais. je ne sais pas si les Alors, nouvelles générations diraient avoir, stylé. avoir un iPhone, c'est ne pas être éclaté, comme ils diraient. J'adore. Excellent. C'est ne pas être éclaté. Non, alors je parle de l'iPhone, mais c'est valable pour absolument tout. Toutes les marques qui sortent dans tous les sens, même si c'est des marques qui sont polluantes, qui font travailler les enfants, les Ouïghours, et j'en passe, c'est des meilleurs. Le fait d'avoir quelque chose parce que le marketing t'emballe à te dire que ça te donne Une de la valeur, finalement. de la valeur, et ben tu vas le voir. Et alors pire que ça, des fois c'est même pas le marketing, des fois c'est juste les copains. Moi j'en viens toujours à ce problème avec la cigarette. Enfin moi je comprends jamais pourquoi tout le monde fume. Enfin j'ai jamais compris pourquoi les gens fumaient. Et très souvent je me suis dit, et c'est très souvent ça qui revient, c'est en fait j'ai voulu faire comme les autres parce que sinon j'allais être exclu. C'est le besoin d'appartenance à un groupe, le besoin de se référer, et ça je pense que c'est inhérent aussi à l'homme avec un grand H. Mais ça c'est quand tu regardes les autres. Et quand tu regardes les autres, tu as envie d'avoir comme les autres. Mais des fois, tu regardes les autres, tu as envie d'avoir comme les autres, mais ce n'est pas toi. Je reprends mon cadre dirigeant, ce n'était pas lui. Et il a vécu 60 ans de sa vie en étant quelqu'un d'autre. Ou quelque chose d'autre, au choix. Quand je te parle de l'avoir, moi, tout à l'heure, l'avoir, c'est concrètement, quand tu te connais, je te rappelle que l'objet, c'est quand même de se dire, je suis en capacité de passer du rêve à la tâche. Quand tu te connais, quand tu as des choses concrètes comme des compétences, quand tu connais ton intelligence émotionnelle, ton niveau d'intelligence émotionnelle et que tu sais que tu peux le travailler, quand tu connais tes moyens concrets pour faire quelque chose, quand tu as tout ça, c'est l'immatériel, hein, je parle que d'immatériel, je suis désolé, hein, c'est trop éclaté l'immatériel. Bref, l'immatériel, quand tu as conscience des éléments que tu as dans ton sac à dos, tu vois, je repense à Dora avec son sac à dos là, j'ai dans mon sac à dos des compétences, j'ai évalué, j'ai compris que j'avais des points d'amélioration. Ça peut être des choses simples, hein. Je suis toujours en retard. Ah ouais? Ok, bah, comment je peux améliorer ça? C'est pas c'est un défaut, c'est la vie, c'est comme ça. Non, comment je peux améliorer ça? Ça peut être d'autres choses. Je fais des fautes d'orthographe. Ça peut être je m'exprime mal en français. Ça peut être je ne parle pas anglais. Je ne parle pas anglais, il y a beaucoup de gens qui me disent moi je ne vais jamais y arriver. C'est pas possible. C'est un point d'amélioration. Dans mon rêve, je veux devenir millionnaire. Millionnaire, ça nécessite de travailler avec des anglo-saxons. Au moins une fois dans ta vie, bah, tu ne vas pas arriver à leur parler comme on entend les politiques avec leur accent parler aux Anglais, quoi. Enfin, tu essayes d'être un petit peu plus performant. Et là, je vais amener la notion de performance. Et la notion de performance, là, c'est juste de passer d'un stade 1 à un stade 2. À ton sens, Mohamed, en termes de préparation mentale, quelles sont les étapes clés qu'il faut franchir pour se préparer dans les meilleures conditions, pour s'outiller de la meilleure façon pour atteindre ses objectifs et aller vers son succès, celui qu'on aura décidé, celui qu'on aura designé, enfin notre passage du rêve à la réalité et pas celui de quelqu'un d'autre? Il y a plusieurs éléments dans la préparation, que tu sois demandeur d'emploi ou un sportif de haut niveau, que tu sois chef d'entreprise ou un avocat qui accompagne ses clients. Il y a plusieurs constantes qui vont en venir. Et moi, je pense que la première, dans la préparation mentale, je reviens sur l'être et l'avoir, hein, c'est de savoir qui je suis, savoir comment je fonctionne et de comment mes émotions me dirigent. Parce que quand tu n'es pas préparé, tes émotions, elles te dirigent. Et donc l'idée, c'est de bien appréhender sa relation à ses émotions, de se les approprier et d'en faire une force, d'en faire une vraie force. Une fois que tu en as fait une vraie force, une fois que tes émotions se sont appropriées, alors ce n'est pas aussi simple que ce que je dis bien sûr, hein, c'est un travail de longue haleine, parfois ça peut être simple, parfois ça peut être un peu moins simple, ça dépend d'où tu pars. Une fois que tu as maîtrisé tes émotions, il va falloir travailler sur comment concrètement je dois réaliser ce que je dois faire. Tu vois, on a parlé tout à l'heure de la tâche au rêve. La prépa mentale, son objectif, c'est de réaliser une performance. Peu importe la performance que c'est, ça peut être une performance théâtrale, ça peut être une performance sportive, ça peut être une performance culturelle, intellectuelle, peu importe. Il faut avoir l'expertise. Et si tu ne l'as pas, je vais revenir au demandeur d'emploi, c'est quoi l'expertise d'un demandeur d'emploi qui va chercher un emploi? D'abord, c'est l'expertise de soi, et puis c'est de savoir c'est quoi le sujet. Je ne vais pas me présenter devant un employeur et lui dire « Bonjour, je viens travailler avec vous, c'est moi la bonne personne ». Oui, mais qu'est-ce que nous on fait? Vous allez me dire, vous êtes assistante de direction, mais est-ce que tu peux bosser chez Thales de la même manière que tu travailles chez Burger King, de la même manière que tu travailles chez une petite TPE? Non, tu ne peux pas. Donc finalement, première étape de la préparation mentale, ça va être de clarifier ses objectifs et d'être expert
dans son domaine d'action. C'est ça? Absolument ça. Ok. Et attention, hein, l'expertise, pour moi, c'est un grand mot. Hein. C'est comme l'excellence. L'expertise, c'est un grand mot. Parce que tout le monde est expert aujourd'hui sur LinkedIn, si tu regardes bien. Il n'y a que des experts. Il n'y a pas de débutants. Les étudiants, ils passent CDI, ils sont devenus experts. Non, non, il faut comprendre ce que c'est que l'expertise et l'excellence. Moi, je pense que c'est des étapes. Très concrètement, pour que ce soit accessible à tout le monde, c'est comme ça je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Tu vas être très bon dans ma carrière, tu vois, j'ai travaillé dans le médico-social, j'étais très bon sur les sujets du médico-social, et puis après, je suis allé travailler avec des startups, avec des entreprises, je suis devenu très bon en stratégie, et après, j'ai emmagasiné dans ma bibliothèque des expertises, mais si tu veux, c'est comme l'excellence du sportif. Hein, je vais reparler du sportif. L'excellence, le sportif qui gagne, finale 200 mètres, Usain Bolt, il bat le record du monde. Tout le monde se dit, waouh, c'est incroyable ce qu'il fait. Quand il le refait après, waouh, c'est incroyable ce qu'il fait. Alors attends, il est excellent à quel moment? La fois d'avant ou la fois d'après? Pour moi, l'excellence, c'est une projection des autres, encore une fois. L'excellence, c'est aussi quelque chose que tu travailles. C'est quelque chose Oui. que tu peux atteindre et qui est, pour moi en tout cas, moi c'est un de mes objectifs, c'est Oui. d'être excellente dans tout ce que j'entreprends. C'est-à-dire de faire en sorte que chaque action que je puisse faire, qu'elle soit infime, liée au quotidien, avec très peu d'impact ou à grand impact ou à grande responsabilité, c'est de le faire de la meilleure des façons et c'est ce que j'ai tendance à transmettre. La question que moi je me pose, du coup, c'est quand on parle d'excellence, pour faire simple, si on parlait football, parce que ça parle à tout le monde le football, quand tu parles d'excellence, tu regardes Cristiano Ronaldo qui a réussi par le talent et le travail principalement, hein, mais c'est beaucoup plus sur le talent de ce qu'on dit. Bon, après, il y a quand même du travail. Mais si tu focuses sur Ronaldo, quand il est à 41 buts, il continue à 42, 43, 44, 45, 46, 47. Mais c'est un processus en fait, l'excellence. L'excellence, à mon sens, c'est vraiment de comprendre que c'est quelque chose qui se travaille au quotidien et qui est infini finalement. Exact. Mais c'est l'excellence, c'est l'infini en fait. C'est une recherche de l'infini. C'est exactement ça. Et ces gens qu'on admire, ce qui est admirable chez eux, c'est qu'ils ont faim. Ils ont faim. Comme moi, je suis curieux, j'ai faim, je veux tout savoir, je veux apprendre. Tu me dis quelque chose, je vais te dire d'accord, je vais aller chercher. Et ça, c'est aller vers quelque chose qui est l'excellence. Et j'ai parlé tout à l'heure de projection. Si tu vas dans un dîner mondain, tu vas avoir des gens qui vont être là, qui vont se penser être à un niveau. Bah ouais, mais ils sont à un niveau qu'ils pensent eux. Tu peux aller dans un dîner plus populaire et tu vas avoir un niveau d'excellence sur des soft skills plus d'ailleurs, et ça va être un niveau. Est-ce que lui, c'est mieux que lui? Non. En fait, j'ai envie de casser l'idée de... Il y a des gens excellents, il y en a des gens qui ne sont pas excellents. C'est le truc qui me tu vois, parce qu'on parle d'excellence. Moi, Oui. Si, tu vois. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont excellents, il y a des gens qui ne le sont pas. Mais je pense qu'il faut redéfinir l'excellence. L'excellence, c'est celui, comme tu viens de le dire, qui repousse ses limites en permanence, Absolument. qui se donne à 300% dans tout ce qu'il entreprend. Absolument. Et c'est quelqu'un qui a accepté le fait qu'en fait, sa connaissance, son savoir, son état, à un moment donné, sont infimes par rapport au reste de l'univers et au reste de ce qu'il est capable de donner. Et donc, en fait, c'est une recherche constante. L'excellence, en fait, te place dans un état, dans un processus qui va te faire aller chercher davantage à chaque fois. Et c'est ce qui fait les gens excellents des gens qui ne le sont pas. Et pour reprendre ton exemple, moi, auprès des ateliers que je peux conduire de formation avec des publics différents, peu importe d'où viennent les gens, les excellents se distinguent tout de suite. Et ceux qui sont des excellents en devenir parce qu'ils ont commencé à avoir des déclics et qu'ils ont compris certains leviers, tu les vois aussi immédiatement en fait. Et toi, en tant que coach, j'imagine que tu le vois encore plus dans ton activité, mais je veux dire, il y a vraiment, à mon sens, une question d'excellence qui ne se limite pas à où en es-tu aujourd'hui dans ta vie, qu'as-tu accompli, quel statut social as-tu qui te confère de l'excellence, mais plutôt d'où tu viens, comme tu le disais, comment tu travailles sur toi, avec quel acharnement et détermination tu travailles sur toi pour arriver là où tu as envie d'arriver. Et c'est là qu'à mon sens se trouve l'excellence. Là, on va parler d'Infinite Game, du coup, de Simon Sinek. C'est très clairement ce que j'essayais d'exprimer de manière très maladroite, mais je vais le redire de manière différente. C'est l'excellence, c'est le jeu fini dans un monde infini. Et ça, ce que je voulais t'exprimer tout à l'heure dans mon exemple, qui était mal dit et qui était live, c'était que l'excellence, elle existe partout. Elle est présente même spirituellement, si on se permet d'aller là-dedans. Elle est présente dans chacun des gestes et des comportements et des intentions qu'on a envers les autres. Ce qui fait la différence, par contre, dans la matrice entre un comportement excellent et un comportement normal, si on peut se permettre le terme, après c'est discutable, mais
je vais dire ça pour qu'on comprenne bien, c'est effectivement qu'il y en a un qui joue dans un jeu fini, dans un monde fini, et l'autre qui joue dans un jeu infini, dans un monde infini. Exactement. Et ça là, c'est une opportunité, c'est une des 43 200 opportunités de ta journée. Tu parles de déclic, c'est pas parce que tu es toujours dans l'excellence que tu ne reviendras pas en arrière. Et c'est l'inverse et encore plus vrai, c'est tu cherches à devenir excellent, tu as juste à faire un pas. C'est tout. Et après, tu as enchaîné. Et après la récurrence, on parle de repeat business pour gagner plein d'argent, c'est pareil, là, c'est de la répétition du comportement qui va te permettre d'atteindre un niveau. Et un Cristiano Ronaldo, il le démontre. Je ne sais pas combien il a, il a 72 ans aujourd'hui, il court plus vite que les mecs qui ont 25 ans. Mais c'est un exemple parfait, Cristiano Ronaldo, de l'excellence. Moi, je le cite beaucoup parce que c'est quelqu'un, comme tu le disais, il a décidé d'être infini. Quand on lui donne un exercice, moi, c'est l'exemple le plus parlant que je trouve. Tu lui donnes un exercice à faire, il ne va pas s'arrêter au nombre de répétitions. Il y a eu plein d'images qui ont circulé là-dessus. Il est en train de continuer l'exercice derrière, là où les autres se sont arrêtés pour souffler. Lui, il continue. Et ce qui est beau dans son discours, c'est qu'il te dit « Je ne fais pas ça pour me différencier des autres. Je fais ça parce que je veux repousser mes limites à moi et devenir encore meilleur en fait. Et c'est cet état d'esprit de cultiver à chaque fois le fait de cultiver cette excellence et cultiver de repousser les limites, quoi qu'on te dise de faire et quoi que tu te dises à toi-même de faire en fait. Et c'est ça qui dérange. Là, je suis obligé d'y aller. C'est ça qui dérange. C'est quand tu fais pour toi. Les autres, ils regardent et ils disent mais lui, il a un ego démesuré, c'est pas normal. Être égocentré, le message que moi j'ai envie de passer, c'est le meilleur moyen d'évoluer. C'est le meilleur moyen d'évoluer. Complètement. Le centrisme, c'est être centré sur son ego. Et on en revient à la base. La confiance en soi, c'est de l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est s'aimer soi et valoriser les compétences qu'on a acquises. Donc l'égocentrisme, pour moi, c'est un outil de développement individuel et même collectif. Et même collectif extrêmement puissant. Parce que tu peux avoir 10 égocentrés dans la même équipe. Si le sens, la vision, la mission et l'ambition est claire, ils vont tous aller dans le même sens. Pour revenir à ta demande sur la préparation mentale, il y a une constante, enfin, il y a un outil qui est extrêmement puissant. Je trouve que c'est important d'en parler. C'est la visualisation. Alors, tout le monde peut faire de la visualisation. C'est accessible à n'importe quel humain. La visualisation, moi j'aime beaucoup cette approche de la visualisation que je vais t'offrir. C'est le seul moyen pour un humain de toujours se voir gagner. Quand tu fais de la visualisation, tu es toujours en train de gagner. Sauf si tu es dans un comportement de rejet de toi-même, de manque de confiance, de syndrome de l'imposteur, de tous ces petits mini-moi qu'il faut travailler, qu'il faut accompagner. C'est pour ça que les accompagnements sont nécessaires par un environnement. Ça peut être un entraîneur, un sparring partner, un coach de dirigeant. Bref, il faut être accompagné sur le sujet. Mais quand tu es accompagné et que tu passes du côté de la lumière, pour le coup, du côté positif, quand tu visualises, quand tu fais des exercices à la salle, quand tu vas passer le bac, quand tu vas chercher un emploi, quand tu dois réussir une présentation devant 500 personnes qui parlent 500 langues différentes, tu vas réussir dans ta tête. Et le fait de réussir dans sa tête, il y a un truc qui est très fort dans notre corps, c'est que notre corps s'approprie la réussite. Et quand notre corps s'approprie la réussite, il est en capacité de réaliser la tâche beaucoup plus facilement. Le geste technique, la prise de parole, peu importe ce qu'il doit réaliser, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai envie de parler de visualisation à tout le monde parce que tout le monde en parle, mais on mélange avec le côté négatif. Non, la visualisation, quand tu as travaillé ta posture, quand tu as travaillé ton mindset, quand je vois, tu vois, j'ai préparé notre échange en vivant, en scénarisant ce qu'on allait réaliser ensemble. Et si je dis, je vais te donner un exemple concret, tiens. J'ai un sportif, un champion dont je vais taire le nom, qui est venu me voir et qui me dit « Je voudrais que tu m'accompagnes jusqu'à Paris 2024 pour me préparer, je veux gagner la médaille d'or. » Trop bien. Je veux que tu m'accompagnes pour préparer Paris 2024. D'accord ? Je veux aller aux Jeux Olympiques. Je lui ai dit « Non, moi je ne veux pas travailler avec toi. » Mais pourquoi ? Je lui ai dit « Non, ça ne m'intéresse pas. Tu veux aller aux Jeux Olympiques. Si tu veux, je t'offre des billets et tu vas aller aux Jeux Olympiques. » Là, il bloque. Il me dit « Non, j'ai dit que je voulais gagner la médaille. Non, tu m'as dit je veux aller aux Jeux Olympiques. » C'est quoi que tu veux faire ? Je veux être champion. Je veux une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Je lui ai dit là, je t'accompagne, pas de problème. Tu as créé l'univers dans lequel tu vas réussir. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que non seulement la visualisation en termes de visualisation des événements, de la réussite est importante, oui, mais le vocabulaire aussi que l'on va utiliser pour se définir et pour définir ses objectifs est aussi important parce qu'il va conditionner ton état d'esprit.
Et comme tu le dis très bien, on a besoin de son état d'esprit, de sa préparation mentale pour atteindre ses objectifs et on a besoin de le cultiver au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui va apparaître naturellement en toi. Ce qui va apparaître naturellement en toi, c'est plutôt d'être négatif, c'est plutôt d'avoir des limites, des croyances qui vont venir te bloquer. Et ton job à toi, quand tu as envie de conduire tes objectifs, c'est d'être observateur de toi, de visualiser les événements, de les ressentir aussi, c'est ce que tu dis, d'être dans l'émotion, parce que cette émotion, elle est hyper puissante pour générer des choses physiologiquement parlant et du coup améliorer ta posture. Et ensuite, faire attention à ton vocabulaire et au langage que tu vas utiliser pour te qualifier et pour qualifier l'orientation que tu veux prendre. Quand tu ne te prépares pas à t'approprier tes émotions, quand tu ne travailles pas sur tes émotions, que tu vas réaliser quelque chose de grand, tes émotions, c'est un peu comme si tu mettais du diesel dans une voiture essence. Pas compliqué. Tu vas caler. Ça ne va pas fonctionner. Et le problème, c'est que dans les environnements des sportifs de haut niveau, quand tu te retrouves face à ce que tu dois faire, si tu ne vas pas, si tu doutes, et là on parle du centième de seconde, on n'est plus à la seconde, on est dans le centième de seconde. Je n'ai pas fait le calcul pour la journée et les opportunités en centième de seconde, mais juste, faites-le, hein, je vous propose de le faire, mais en centième de seconde, si tu dis « je vais… terminé ». C'est terminé. Reprends la finale de la Coupe du Monde Argentine-France. Reprends, je crois que c'est Thuram qui tire le dernier contre le goal argentin. S'il marque, ils sont champions du monde. S'il ne marque pas, ils ne marquent pas. Et on ne sait pas ce qui peut se passer après. Tu vois, je n'ai pas dit ils ne sont pas champions du monde. S'ils marquent, ils sont champions du monde au moment où ça se passe. S'ils ne marquent pas, on ne sait pas. Après, ça se joue à qu'est-ce qui va se passer après. Moi, je suis convaincu, je suis absolument convaincu que son intention, son énergie, sa volonté, tout y était. J'en suis convaincu. D'ailleurs, le tir est cadré. Mais il rate. Et lui, il le vit super mal aujourd'hui. Il dit, moi, c'est mon pire truc. Moi, pour moi, là, tout était bien. Tout était là. Mais il y a un autre truc qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'en face, il y avait la même chose. Et c'est celui qui va le moins douter qui va passer l'étape. On peut faire un parallèle avec le poker, finalement. On pourrait. Et le fameux poker face, en fait. Exactement. C'est ta capacité, parce que quelqu'un qui est bon au poker, c'est quelqu'un aussi qui sait neutraliser ses émotions et ne pas laisser passer les choses. C'est pour ça qu'on en voit pas mal. Tu ne neutralises pas tes émotions. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Tu te les as appropriées et elles sont tes alliés. Tu ne neutralises pas tes émotions. Quand je dis neutraliser, c'était ce que je voulais dire. C'est-à-dire ne pas laisser transparaître ce qui se passe à l'intérieur de toi parce que tu es arrivé à un niveau de maîtrise assez important. Et du coup, tu n'envoies pas les signaux que tu enverrais habituellement. C'est ça je pense que c'est maîtriser son paraverbal, moi. D'accord. Tu ne neutralises pas les émotions, elles sont là. Tu as envie. D'accord. Il faut les accueillir, en fait. Mais tu neutralises le paraverbal, donc c'est tout le corps, en fait, que tu maîtrises. Le corps, tu le maîtrises. Les émotions, si elles ont envie de t'emmerder, elles vont venir. Hein. Quand tu n'es pas bien, tu joues, tu es trop content, et puis d'un coup, tu n'es pas bien parce que tu ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai, disait Gad Elmaleh dans son premier spectacle. Je pense que c'est… Bah ouais, mais ça, tu ne le maîtrises pas, ça. Par contre, ce que tu maîtrises, c'est je peux avoir de je ne sais pas ce que j'ai en étant en mode très souriant. Donc en fait, il faut savoir accueillir l'émotion. Oui. Une fois qu'on l'a accueillie, il ne faut pas en être victime. Absolument. Il faut savoir l'accueillir et parfois la laisser passer. Si ça ne va pas, ne laisser passer le moment où ça ne va pas, mais continuer à maintenir le cap et continuer à être en action. Complètement. On pourrait faire une vidéo entière sur… je pourrais te parler entièrement de la tristesse et de la dépression. Si tu accueilles… Alors, la dépression, c'est une situation complexe. Mais dans la dépression, il y a la tristesse qui vient à toi tout le temps. Tout le temps, elle est tout le temps. Mais si tu apprends à l'accueillir et à la voir comme une fameuse opportunité, ouais, t'es pas bien, d'accord, ok. Mais nous recevons, et tu le sais, on se le dit souvent, nous recevons les challenges que nous méritons. Et nous les méritons parce que nous sommes capables de les dépasser. Donc il faut simplement, à un moment, s'accepter soi, s'aimer, se dire, ok, c'est comme ça va, j'accepte, je vais apprendre à mieux vivre mon espace-temps. Et puis après, de toute façon, c'est du chaos que naissent les étoiles, c'est Charlie Chaplin qui le dit. Après, de toute façon, il y a des étoiles qui vont venir. Il y a la lumière qui va renaître. C'est toujours comme ça. Alors, si je devais te poser une dernière question pour faire le parallèle avec des personnes qui peuvent vivre des situations difficiles ou qui ont vécu des situations difficiles dans leur vie, mais qui ont envie que ça change, qui ont envie notamment de se remobiliser vers l'emploi, qui ont envie que leur vie progresse de manière positive ou du moins qu'elle leur aille le mieux possible, qu'est-ce que tu leur conseillerais en termes de gestion des événements difficiles et de gestion des émotions difficiles? Alors c'est toujours facile de parler à la caméra et de dire voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, vous allez voir, ça va bien aller, il faut toujours aller dans ce sens-là et ça va le faire.
Moi, j'ai pas envie de conseiller déjà. Je commence par là, je vais pas conseiller. Moi, je vais te dire ce que moi j'ai fait. Et après, tu en fais ce que tu veux. Moi, je pense que quand tu es dans une situation complexe, tu as deux choix. Soit tu décides, soit tu laisses aller. Donc, soit tu es acteur de ta vie, soit tu es figurant. C'est comme ça que je vais le dire. Donc, moi, dans beaucoup de situations où j'étais en difficulté, vraiment en difficulté, hein, ça n'a pas toujours été la lumière des interviews, dans beaucoup de situations où j'étais en difficulté, j'ai décidé que cette difficulté-là devait me construire. Et quand je décide ça, ben, je mets en place un plan d'action concret sur « ok, ça doit me construire, donc je vais apprendre, d'abord je vais comprendre, je vais retenir et je vais faire quelque chose qui va me permettre de passer à l'étape supérieure. » Et dans ces moments-là, tu te dis « est-ce que j'ai de la valeur ou est-ce que j'en ai pas ?» Ben, en fait, il n'y a pas de sujet. Parce que ça, quand tu dis ça, c'est ce que les autres te renvoient. Tu sais, les fameuses étiquettes dont on parlait au début. Donc les personnes qui sont dans la difficulté aujourd'hui, moi ce que je leur dis, c'est qu'il y a 43 200 opportunités dans la journée. Je n'ai pas dit chance. Hein. Attention, hein, la chance n'existe pas. C'est des opportunités. Tu as de la chance et non, tu sais saisir des opportunités. Bravo. Moi j'aime dire que la chance, c'est le non spirituel de l'opportunité concrète. Okay. La chance, c'est spirituel. La chance, il y a une espèce de magie autour de ce qui t'arrive, c'est spirituel. Par contre, si tu te mets dans le concret, la même chose s'appelle l'opportunité. Et l'opportunité, tu te la crées ou elle arrive à toi. En fait, qu'est-ce que c'est une opportunité? C'est deux chemins qui se croisent. Donc si tu restes chez toi devant ta console et il ne se passe rien, bah, c'est normal. Normal qu'il ne se passe rien. Si tu passes ton temps à aller à l'extérieur, à rencontrer des gens, c'est une des forces des entrepreneurs, des dirigeants et des sportifs que je rencontre qui réussissent. Je vais te parler de LeBron James, de Michael Jordan, je vais te parler de grands entrepreneurs, enfin je ne vais pas les citer parce qu'on pourrait passer des heures là-dessus. Ils savent s'entourer. Il y a des moments où tu ne peux pas toujours être en train de gagner. Mais heureusement, ça serait nul sinon. Heureusement qu'on ne gagne pas toujours. Parce que sinon on se dirait, zone de confort terminée. Tu sais, le jeu fini, espace fini. Non, nous on veut jeu infini, espace infini. C'est ça qu'on veut. Mohamed, se préparer mentalement vers le succès, c'est un sujet extrêmement vaste. On pourrait en parler pendant des heures. Ce qu'on va retenir, c'est que personne n'a forcément de conseils à donner à d'autres. Chacun peut partager son expérience, peut partager son expertise à un moment donné et en faire profiter le plus grand nombre pour les inspirer, les impacter et les inviter à être meilleurs. Et le deuxième point, ce serait que chacun a la possibilité de saisir 43 000 opportunités, c'est ça? 43 200 pour 12 heures. Pardon, 43 200 opportunités pour 12 heures d'investissement. C'est finalement accepter le fait d'être infini et d'avoir d'infinies possibilités qui s'offrent à soi à chaque fois que l'on se lève, à chaque fois qu'un nouveau jour vient se présenter à nous. Je pense qu'on se reverra très bientôt pour parler de beaucoup de sujets que tu as évoqués dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire aussi les sujets que vous aimeriez voir traités par Mohamed en commentaire. Et puis il reviendra, je pense, avec grand plaisir pour les partager. Avec grand plaisir. Je peux finir par une phrase? Je t'en prie. C'est une phrase qu'on aime tous les deux et que je trouve qui est importante. C'est de se rappeler que finalement l'objectif, c'est le chemin. Et que chacun a sa propre destination et qu'il est essentiel de redéfinir sa propre destination avant de s'engager dans un chemin. Merci Mohamed. Merci Laïla. À bientôt. À bientôt.